Bonjour les amis, alors comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail ? Est-ce une source d'épanouissement ou plutôt de stress et de démotivation ? Si vous vous reconnaissez dans la deuxième catégorie et que vous attendez chaque semaine le week-end avec impatience, alors je vous recommande le parcours Chance, fidèle partenaire, comme vous le savez, de Métamorphose. La vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne nous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'un bilan de compétences. En 3 mois, avec l'aide d'un coach dédié, vous redéfinirez vos objectifs et renouerez avec ce qui vous passionne. Une fois votre projet défini, la communauté Chance, un collectif hyper engagé, sera à vos côtés pour donner vie à votre projet. Et un détail non négligeable, le parcours est finançable avec le CPF, votre compte personnel de formation. Alors si ce message résonne pour vous, passez dès maintenant à l'action. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h. La place que nous occupons dans nos familles n'est pas toujours aussi claire qu'il n'y paraît. Quels sont nos liens avec les autres membres de notre cellule familiale ? Qu'en est-il de notre famille au sens large ? Et que faire une fois que l'on a compris où est notre place, si celle-ci ne nous convient pas ? Comment se libérer des liens familiaux qui nous entravent ? Il existe de nombreuses thérapies qui aident à y voir plus clair sur ces questions et peuvent aider à aller de l'avant en connaissant son passé. Mon invité s'intéresse à une méthode qui passe par les sensations et les ressentis, tout en étant particulièrement concrète. En effet, les constellations familiales, c'est ce dont il est question, permettent d'incarner la famille afin que la personne qui fait sa constellation puisse comprendre quelle est sa place parmi les membres et comment ils interagissent ou non avec elle. Ancienne professeure des écoles en Suisse, mon invitée est aujourd'hui coach. Elle accompagne les personnes dans la réalisation de soi, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Elle vient tout juste de publier ce livre « Les constellations systémiques et familiales » paru aux éditions Erol. Un livre dans lequel elle explique avec une grande clarté tout sur cet outil fascinant et puissant. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose Anne-Chantal Junot. Bonjour Anne-Chantal. Bonjour Anne. Alors, tu n'es pas une inconnue des auditrices et des auditeurs de Métamorphose, puisque je t'avais reçue avec ton époux, Christian Junot, pour une émission spéciale sur le couple au sujet de votre précédent livre que vous avez écrit tous les deux. Et puis, il arrive souvent que dans les conversations du Scarabée avec Alexandre Dana, nous invitions ton époux Christian et qu'on parle aussi de toi. Voilà. Alors, peut-être que aujourd'hui, les personnes vont te découvrir seules et découvrir surtout cet outil auquel tu t'es intéressée. J'avais envie de savoir, d'abord peut-être pour commencer, comment toi-même tu as découvert les constellations familiales, puisque je le disais en introduction, tu étais professeur des écoles, tu as complètement changé de métier, d'ailleurs comme Christian. À quel moment les constellations sont invitées, toi, dans ta vie ? En fait, dans mon métier, déjà, merci en tout cas pour cette interview. Je suis très heureuse de parler de ce thème qui me passionne. Et dans ma vie, en fait, il y a un moment donné où j'étais pas très bien, je me sentais pas bien, même si l'extérieur semblait tout beau, c'était la belle carte postale. Et je suis entrée dans le chemin du développement de la connaissance de soi, je dirais, par la kinésiologie, par une formation qui est arrivée par mon métier d'enseignante, en fait. Et puis, eh bien, quand tu mets le pied là-dedans, les choses, elles arrivent à toi un petit peu, je sais pas comment dire ça. T'as la porte qui est ouverte et il y a des propositions qui arrivent. Et à la fin de ma formation de kinésiologue, hein, qui était sur 3 ans et demi, une collègue a parlé des constellations et ça, c'était fin des années 90. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied dans les constellations et pendant plusieurs années, j'ai pratiqué les constellations, mais plus comme participante, comme en allant poser la constellation sans me former. Et à un moment donné,
j'ai connu deux personnes qui étaient des formatrices en CNV, mais qui formaient des personnes en constellation systémique et familiale. Et je leur ai demandé si elles ne voulaient pas faire une formation en Suisse, parce que leur formation, elles la donnaient à Bruxelles et à Montréal. Et elles m'ont dit, si tu trouves assez de monde, on vient en Suisse. Et voilà, j'ai trouvé très rapidement assez de monde. Et puis, la formation a eu lieu à côté de chez moi avec ces deux personnes. Et c'est entré comme ça, vraiment sur ce chemin de connaissance de soi sur lequel j'avais fait quelques pas et j'avais besoin d'aller plus loin, d'aller peut-être explorer au-delà de juste le focus sur ma personne, mais d'élargir mon champ pour continuer de progresser. Mmh. Alors, on va évidemment parler du fondateur de cette voie, Bert Hellinger. Mais avant ça, qu'est-ce que ça avait changé, toi, dans ta vie, Anne-Chantal, de faire des constellations familiales quand tu disais que tu en avais fait pour toi-même, pour découvrir mieux qui était? Il y avait eu vraiment un avant et un après. Parce que pour que tu aies envie de te former, j'imagine que tu avais trouvé ça particulièrement efficace. Moi, j'ai trouvé ça très puissant, vraiment. Et je me rappelle d'une constellation où je pense que ça... Tu sais, il y a des moments dans ta vie où tu sens qu'il y a comme un éclair de lucidité, on peut peut-être dire ça comme ça. Et on faisait une constellation parce que nos deux fils se chipotaient tout le temps. Mais vraiment, on n'avait pas un repas tranquille, c'était usant. Et pendant la constellation, je me rappelle que ce qui s'avère, c'est qu'il fallait qu'on s'occupe de notre vie de couple. Mais tu vois, tu vas travailler, tu vas poser une question en lien avec tes enfants qui étaient jeunes à l'époque, parce qu'on peut pas travailler avec nos enfants pour quand ils viennent plus grands. Et on te dit qu'il faut travailler sur ta vie de couple. Et notre vie de couple, de notre perception à l'un et à l'autre, à ce moment-là, on avait juste l'impression d'avoir une vie de couple épanouie, fluide, tu vois, où tout se passait bien. Et pour moi, j'ai compris à ce moment-là qu'il y avait des éléments dans l'inconscient de mon système, qui avaient une influence sur mon quotidien et que je ne percevais pas. Et j'ai vraiment pu comprendre que les constellations permettaient de mettre à jour, de clarifier des intrications, des enchevêtrements que je ne percevais pas en conscience, et que ça permettait d'aller de dénouer et de retrouver une forme de liberté et plus de liberté et de meilleurs choix, puisque ce seraient des choix qui me convenaient à moi et qui ne dépendaient pas peut-être d'une influence familiale ou autre. Alors peut-être avant de parler du fondateur, on pourrait approfondir cette notion de constellation systémique et familiale pour que les gens comprennent peut-être déjà dès le démarrage de quoi parle-t-on, Anne-Chantal? Alors, c'est une méthode qu'on appelle phénoménologique. Ça veut dire qu'elle a été mise en place en observant les phénomènes qui se passaient dans différentes approches en lien avec la famille. Et Bert Hellinger a petit à petit affiné son approche et a eu, je dirais, je ne sais pas si c'est le génie, mais en tout cas, a mis en place, a découvert qu'il y avait certaines lois qui régissaient les systèmes et que si on ne suivait pas ces lois, eh bien, qu'il y avait un ou plusieurs membres de la famille qui pouvaient en souffrir. En sachant que une constellation, c'est placer les gens dans l'espace. En allemand, c'est Familienaufstellung, ça veut dire vraiment placer les gens dans l'espace. Et comme une constellation, comme on voit les constellations dans des étoiles, par exemple. Et ensuite, c'est d'observer ce qui se passe. Une fois qu'ils sont placés dans l'espace, il y a des ressentis au niveau sentiment, au niveau perception. Et l'animateur, en lien avec ces ressentis, va faire bouger les gens, ou les gens ont envie de bouger par eux-mêmes, va faire dire des phrases de guérison. Et c'est ainsi que on va mettre une autre dynamique dans le système qui soit meilleure et plus équilibrée pour la personne qui pose sa constellation. En sachant que un système tient toujours à être en équilibre. Moi, je donne souvent cette image d'un mobile.
On voit très bien ces mobiles qui sont suspendus, enfin qui étaient, je ne sais pas si ça se fait toujours, suspendus au-dessus des berceaux des enfants. Eh bien, quand on vient toucher une pièce du mobile, le mobile, il fait quoi? Il bouge et il va trouver un nouvel équilibre. Eh bien, dans un système, c'est exactement la même chose. Quand il y a un événement qui arrive, que ça soit un événement heureux comme une naissance, un mariage, un changement de profession pour du meilleur, un déménagement, ou des événements plus malheureux, une faillite, euh, un décès, une maladie grave, eh bien, ça va venir bousculer le système qui va trouver un nouvel équilibre. Et l'équilibre du système, il est prioritaire sur un ou plusieurs membres du système. Et avec les constellations, on va mettre un nouvel équilibre pour qu'il ne se fasse pas en lien avec, au détriment d'une de ces personnes. Ce qu'il y a aussi, si on reprend l'image du mobile, il y a les fils qui tiennent les différentes pièces du mobile. Et moi, j'aime bien donner cette image, c'est comme si ces fils, c'était des canaux et que les constellations viennent nettoyer ces canaux qui ont été bouchés, bloqués par des événements et viennent permettre ainsi que l'amour recircule entre les différentes personnes du système. Alors peut-être pour préciser, oui. Je voulais juste dire, c'est que refaire circuler l'amour, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qui s'est passé. C'est deux choses différentes. Oui, mais évidemment, on va développer longuement, puis on prendra des exemples pour que ce soit bien parlant pour les personnes. Simplement pour parler de Bert Hellinger, donc il était, c'était un psychothérapeute allemand, contemporain, qui est mort il y a pas très longtemps, en 2019, qui a eu une vie pour le moins surprenante parce qu'il était catholique, il est devenu pasteur, puis ensuite il s'est formé à la psychanalyse, il a quitté les ordres pour devenir thérapeute, et puis il a mis au point cette méthode qui reste aujourd'hui encore un petit peu à l'étude et donc en marge de la psy traditionnelle, conventionnelle, c'est-à-dire que c'est pas encore forcément intégré dans les écoles de psychologie. On est d'accord avec ça? Oui, que je sache en tout cas, non, c'est pas encore intégré. Et un des éléments qui a beaucoup bousculé quand il a mis en place cette manière de travailler, ça a été que pour Bert, une constellation, c'est on fait une constellation et après, c'est fini. Il voyait les gens une fois. Et souvent, dans toutes les approches psychologiques, on voit les personnes, il y a un suivi. Et lui, il allait à l'encontre de ça et il a eu beaucoup de réticences de part même de collègues qui disaient mais on peut pas avoir un acte comme ça thérapeutique, après laisser les gens livrer à eux-mêmes, il faut voir comment ça se passe, etc. Et moi, mon expérience me montre effectivement que c'est rare qu'il y ait besoin de revenir dessus et que les gens aient de l'inconfort après une constellation. En tout cas, pour ma part, quand j'anime une constellation, je dis toujours, s'il y a quoi que ce soit dans les prochains jours, vous vous sentez pas bien, revenez vers moi, ne restez pas dans du mal-être. Ça me paraît, en tout cas, au niveau éthique, la moindre des choses à faire. C'est très rare que ça arrive, très rare. Ok, donc c'est important le choix effectivement du thérapeute avec qui on va faire cette constellation. On verra à la fin de cette interview peut-être comment bien choisir cette personne. Alors tu as parlé, tu as bien développé la notion de système avec cette métaphore du mobile qui est très claire. On voit que quand je bouge, quand il y a quelque chose qui bouge dans cette dynamique familiale, dans ce système, tout bouge. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus dans ces éléments qui nous composent, où tu penses que l'image est claire, et puis peut-être nous préciser en quoi la famille est-elle un système et pourquoi chaque famille est-elle finalement son propre système, voire même écosystème? Oui, alors, au niveau du système, on est, je crois que tu l'as dit dans ton introduction, on est à la croisée de plusieurs systèmes. Alors, au niveau de la famille, si je reste sur la famille, on est déjà à la croisée de deux systèmes parce qu'il y a notre système qui peut être moi, mon conjoint, mes enfants. Et après, il y a le système où il y a moi, mes frères et sœurs, mes parents, mes grands-parents. Donc, on est déjà au niveau de notre famille inclus dans deux systèmes.
Et puis peut-être répéter la fin de ta question, Anne, parce que tu Non, voulais... de dire qu'effectivement, chaque famille, en quoi la famille est-elle un système et en quoi chaque famille est-elle finalement un système différent. Par exemple, il y a des systèmes familiaux, on voit qu'ils sont peut-être plus souples que d'autres, d'autres plus rigides, etc. Alors, un système familial, il est de toute manière ouvert sur l'extérieur. À contrario, peut-être de certains systèmes fermés, je- je- plutôt en biologie, où souvent il y a des contacts avec l'extérieur. Donc, une famille, elle est plus ou moins ouverte sur l'extérieur. Donc ça va déjà donner une autre énergie au système. Et puis, dans chaque famille, il y a ces manières de se comporter, il y a des règles explicites, mais beaucoup implicites. Il y a des systèmes, des consciences familiales, on peut aussi appeler ça comme ça, qui a rien à voir avec la morale. Il faut vraiment voir que c'est deux choses différentes. Il y a des familles où, je sais pas, on va faire la prière avant le repas, des familles pas. Enfin voilà, il y a beaucoup de différences. Au début, on est complètement intégré là-dedans et en grandissant, eh ben, on va être en contact avec d'autres systèmes, d'autres manières de voir les choses et on va au niveau personnel décider de ce qu'on garde et de ce qu'on garde pas pour créer notre propre système. Donc, c'est sûr que chaque système est différent parce que il va, sa couleur, elle va dépendre des personnes qu'il y a dans le système et des règles qui le régissent. Et ce qui est aussi, quand je disais que ça n'avait pas à voir avec la morale, eh bien, par exemple, au moment où il y avait les kamikazes là, qui se faisaient exploser, c'était des héros dans leur système. Et si on prend dans les familles européennes classiques, euh, c'est une manière de faire qu'on va voir plutôt comme à repousser, à rejeter. Ça va pas être considéré comme quelque chose de bien. C'est pour ça que je disais, dans chaque famille, je pense que si on est dans une famille de truands où le vol est est quelque chose qui est courant, eh bien, on va devenir un voleur. Et c'est peut-être en côtoyant d'autres systèmes qu'on va se distancer de ça ou pas. Donc, à chaque Mhm. fois, à un moment donné, de faire ses choix et va intégrer les systèmes qui lui correspondent et pas d'autres parce que ça lui correspondra pas. Oui. Alors, dans ton ouvrage, tu soulignes trois grands principes justement qui gouvernent les systèmes familiaux, l'appartenance, l'équilibre et l'ordre. Peut-être c'est intéressant de les avoir en tête avant de rentrer dans le détail et puis peut-être les liens aussi entre eux. Oui. Alors, au niveau peut-être de l'équilibre, j'en ai déjà parlé, hein, c'est que l'équilibre du système est toujours prioritaire sur le bien-être des personnes qui composent le système. Et Comme un principe d'homéostasie, en fait, en quelque sorte. Ça voilà, cherche toujours à rétablir l'équilibre, même si, entre guillemets, il est mauvais. oui, c'est exactement ça. Bah, cet équilibre, il est pour la survie du système. La survie du système est prioritaire sur le bien-être, voire la survie d'un des membres du système. Hmm. Donc, il y a ça au niveau de l'équilibre. Et après, au niveau de ce qui se passe dans les relations à l'intérieur du système, il y a aussi cet équilibre entre le donner et les recevoir. C'est-à-dire que alors, dans des petits systèmes, ça fonctionne très bien. Dans des plus grands systèmes, on peut plus. Et si on parle au niveau d'une nation qui a aussi un système, cette loi ne peut pas être utilisée. Hein. C'est vraiment dans des systèmes, mais de la famille jusqu'à 20, 25 personnes comme ça. Ça veut dire, est-ce que ce que je donne aux différents membres du système, ce que j'amène dans le système, est équilibré par rapport à ce qu'il me donne lui? Et ça, c'est une des lois qui peut amener des difficultés. On peut le voir si tu as quelqu'un qui, qui va régulièrement te donner quelque chose et qui, en contrepartie, ne refuse chaque fois ce que toi, tu as envie de donner. Il y a un moment donné où tu vas te sentir mal à l'aise parce qu'il y a un déséquilibre justement dans ce donner et ce recevoir. Et au niveau du système, ça, c'est un équilibre qui est important. Il y a aussi l'équilibre entre euh, les
Ouais, c'est un peu. Il y a eu une approche, je ne sais plus de qui, avant les constellations, où il parlait de carnet des comptes au sein de la famille. Comme s'il y avait les bonnes choses, on contribue à une évolution saine et qu'il y avait des actions ou des événements, des prises de décision qui vont à l'inverse et que le cahier des comptes, il faut qu'il soit équilibré pour que le système puisse continuer de perdurer et qu'on puisse continuer de vivre dans ce système. Et peut-être au niveau aussi de cet équilibre du système, j'accompagne aussi les gens, tu sais, dans leur recherche de leur job bonheur. Et par exemple, quand tu travailles dans une organisation, dans une entreprise, et que tu commences à vraiment ne plus te plaire dans ce système, à devenir très critique, à être frustré, tu commences vraiment à te positionner contre ce système. Il y a un moment donné où l'équilibre du système va passer avant toi et le système va t'éjecter. Et il va t'éjecter de différentes manières. Ça peut être via la maladie, burn-out, épuisement professionnel, mais ça peut aussi être licenciement, délocalisation, etc. Il peut y avoir différentes manières, mais le système va t'éjecter parce que la survie du système est prioritaire sur l'appartenance au système dans des grands systèmes comme ceux-ci. Ça, c'est vraiment intéressant d'ailleurs de voir qu'on retrouve ça dans l'ordre de l'univers d'une manière générale. Oui. Que les équilibres, que ce soit à l'intérieur de notre corps, tu parlais de la biologie, mais aussi à l'extérieur, tout corps étranger ou tout empêchement de l'homéostasie, à un moment donné, finit par se faire rejeter pour que l'homéostasie, que le système perdure, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc ça, c'est intéressant de l'avoir en tête parce que du coup, ça permet parfois de se dire... c'est pas forcément moi, c'est en fait, je suis le mouton noir où je gêne un certain système et donc c'est normal peut-être que j'en sois rejetée et de cheminer en fait dessus. Et ça pose du coup le lien en fait de tout ça avec la conscience. Je sais que Bert Hellinger a beaucoup réfléchi aussi là-dessus et il disait, tu le cites dans ton livre, qu'il a observé que la conscience est ce qui pose le cadre de notre appartenance au groupe. Alors, comment est-ce qu'on pourrait décortiquer ça? En fait, on a différents niveaux de conscience. On a notre conscience personnelle qui est mes propres valeurs. Et souvent, si on veut se détacher de notre groupe d'appartenance, ce qu'on fait à peu près tous, parce qu'au début, quand tu es enfant, tu obéis, tu respectes les règles du système et en grandissant, tu observes des choses différentes et tu vas faire tes choix. Et de ne plus être loyal aux croyances ou au comportement ou à ce qui est dit de ton système d'origine va le plus souvent t'amener ce qu'on appelle de la mauvaise conscience. Parce que il est difficile de se détacher du système dans lequel on est né et qui nous a aidés à grandir et à devenir autonomes quelque part. Et on va choisir des systèmes qui sont conformes à notre conscience personnelle, à nos valeurs, à nos croyances. Et c'est pour ça que si on se retrouve dans un système auquel on adhère, eh bien, on va pouvoir y rester. Et quand on est dans un système qui ne nous convient plus, ça peut être notre système familial, eh bien, on va se rebeller. Et c'est vrai qu'il y a tout un texte sur les moutons noirs de Bert Hellinger où il met en avant que les moutons noirs sont ceux par qui l'évolution va passer, en fait. Et puis, après, il y a aussi la conscience collective ou systémique qui est... c'est la cohérence du système, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, qui va être prioritaire sur le bien-être d'une personne. Et puis, cette conscience collective ou systémique, elle n'est pas négociable. Soit on respecte les règles, soit on ne peut plus rester dans le système. Donc, parce que cette conscience-là, elle est au service de la préservation du système. Donc,
Voilà, cet équilibre doit rester ça, on est en lien plutôt avec la conscience systémique, la conscience collective, la conscience de groupe, on peut dire. Et après, il parle aussi de ce qu'on appelle la conscience supérieure, qui est là un lien avec, je dirais, avec des aspirations spirituelles, avec la conscience de l'unité, peut-être une conscience plus divine. Alors Dieu, pas au niveau religion, hein, plus au niveau de transcender toutes les croyances, les préjugés, toutes tout ce binaire dans lequel on baigne, je dirais, en permanence. C'est vrai que quand tu prends cet exemple et ce nom du mouton noir, on a vu beaucoup circuler cette citation d'ailleurs, je crois, sur les réseaux sociaux ces dernières années, mais c'est intéressant de se poser la question, est-ce que finalement il y a des bons et des mauvais systèmes ou des systèmes plus toxiques que d'autres? Ou est-ce que de toute façon, que le système soit bon ou mauvais, est-ce qu'on a quand même à un moment donné intérêt à se considérer comme un mouton noir pour sortir du système, peut-être même pour y revenir après, mais avec plus de conscience, pour pouvoir s'individuer. Là, on revient vers des notions qui sont plus jungiennes et suivre son propre chemin, quel que soit en fait le terreau du système de départ. Voilà, c'était une question qui me venait comme ça en t'écoutant. Bah, je trouve que c'est une question super intéressante, hein, que je l'ai jamais vue comme ça. Et en même temps, j'ai envie de te dire, mais je pense que notre processus d'individuation doit presque obligatoirement passer par un questionnement sur le système dans lequel on a grandi et est-ce qu'on va tout prendre? Je pense qu'on va jamais tout prendre parce que notre société, elle évolue, le niveau de conscience des personnes qui constituent notre société évolue, donc c'est sûr qu'il y a certaines valeurs qu'on va garder et il y a peut-être d'autres manières d'incarner les valeurs, je dirais, plus que les valeurs, que on ne va plus pouvoir garder parce que ce n'est plus adéquat avec l'évolution de notre société. Et après, quand tu as un système qui est très ouvert, qui est OK d'évoluer, je pense que c'est plus facile. On va garder peut-être plus de loyauté, on va peut-être garder plus certaines croyances qui le portent, que quand on est dans des systèmes beaucoup plus fermés, beaucoup plus repliés sur eux-mêmes, où on peut avoir à un moment donné une sensation d'étouffement qui va peut-être demander d'entrer plus dans cette énergie du mouton noir que dans un système qui est très ouvert et beaucoup plus fluide et mobile, je dirais. Après, je pense que d'être capable de passer pour un mouton noir, pour moi, fait partie du chemin d'évolution, quelque part. Tu vois, c'est comme sortir du confort, quelque chose. On parle souvent de cette zone de confort. Moi, j'appelle pas ça la zone de confort, j'appelle ça une zone d'endormissement ou de connu. Et que pour en sortir, il faut faire preuve de courage. Et peut-être le courage, c'est d'être capable d'être vu comme un mouton noir à un moment donné. Oui, c'est ça, de passer par là. Alors justement, dans quelle situation on peut se dire, tiens, je vais avoir recours à la méthode des constellations systémiques et familiales? Est-ce qu'on aurait tous finalement intérêt à un moment donné à passer par là? Alors après, il y a d'autres méthodes possibles, mais pour comprendre en fait notre système, ou est-ce que quand on a une problématique particulière, qu'est-ce que tu vois toi concrètement dans les stages ou les cercles que tu animes ou les constellations que tu fais, que ce soit parfois même avec une seule personne? On reviendra sur une ou plusieurs personnes après, mais simplement sur la situation même, pourquoi est-ce que les gens viennent? Alors, pour moi, on vient avec une question, avec une demande. Je dirais déjà, je ne crois pas qu'on va aller chercher du soutien, de l'aide quand tout va bien. Il y a forcément quelque chose qui coince. Ça n'a pas besoin d'être une immense problématique, hein, mais il y a forcément quelque chose. Et pour travailler en constellation, il faut savoir, on va aller explorer quoi? Parce que je veux dire, au niveau de l'inconscient, on sait que l'inconscient, les chiffres varient d'une méthode à l'autre, d'une recherche à l'autre, mais on est à plus de 90%. Donc,
il y a beaucoup d'espace pour explorer cette partie inconsciente, il est énorme. Donc, pour pouvoir accompagner une constellation, quelqu'un qui fait sa constellation, il est essentiel pour moi qu'il vienne avec une demande. Est-ce que j'ai envie d'explorer parce que je m'entends pas avec mon frère? Est-ce que c'est parce que je trouve pas un compagnon? Est-ce que c'est parce que chaque fois que je suis avec des gens, j'ai l'impression que j'ai pas ma place? Enfin, tu vois, je veux dire, pour moi, les thématiques, je disais une fois sous forme de gag, mais en même temps, il y a quand même quelque chose de solide là derrière. Je n'ai encore pas vu ce qu'on ne pouvait pas explorer avec une constellation. Après, c'est pas de la médecine, je veux dire, tu vois, si on veut explorer une maladie, attention, ne jamais arrêter un traitement ou quoi que ce soit. Par contre, ça peut peut-être nous apporter des renseignements, sur le sens de cette maladie en lien avec mon système, par exemple. Mmh. Oui, Mais d'ailleurs, on est bien d'accord qu'il ne faut pas forcément avoir une problématique familiale pour faire une constellation systémique et familiale. C'est-à-dire que ça peut être une problématique, comme tu as donné cet exemple, ça peut être quelqu'un qui cherche quelqu'un dans sa vie ou qui a des difficultés avec son conjoint, peu importe. C'est pas forcément en lien, mais on va faire référence au système, hein, les voilà. choses soient claires. Et puis, tu sais, on a notre propre système, hein, intérieur. Je veux dire, on est constitué de plein de parts. Et ça aussi, des fois, on est en conflit parce que je ne sais pas, il y a peut-être une part qui a envie de quitter ton travail, puis une autre part qui va te retenir parce que, eh bien, je ne sais pas, moi, tu as une famille et puis que pour toi, c'est important d'apporter ce qu'il faut pour que la famille puisse nourrir tous ses besoins, etc. Donc, on a aussi un propre système intérieur et on peut aussi consteller sur son propre système intérieur. Et il Oui. existe des constellations d'organisations et d'entreprises. D'ailleurs, j'en parle dans le livre. Et c'est vrai que d'avoir un regard systémique sur des difficultés professionnelles peut vraiment apporter des changements et je dirais fluidifier ce qui se passe au niveau du travail. On est d'accord qu'on n'a pas forcément besoin de connaître tout le passé des membres de sa famille pour réussir à faire une constellation familiale. Non, non, on n'a vraiment pas besoin. Pour moi, même, je dirais que Bert Hellinger, il a exploré de ne rien savoir du tout. Après, comme on travaille avec le ressenti, avec les perceptions, moi, je pose quand même des questions dans la clarification de la merde. Par exemple, quand tu as quelqu'un qui te dit moi, j'arrive pas à trouver ma place, j'ai toujours l'impression que les autres passent avant moi. Souvent, je vais poser cette question, mais depuis quand tu ressens ça? Parce que parfois, ça va nous amener sur un événement. Ou voilà. Mais on n'a pas besoin de savoir beaucoup de choses sur son système. On en vient, par exemple, au secret. J'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que le secret pour me libérer d'un secret. Tu vois la différence? J'ai pas besoin de savoir Oui. quel est ce secret qui me plombe pour pouvoir m'en libérer. On peut le remettre aux personnes ou à la génération à qui il appartient et se libérer de le perpétuer quelque part, hein, sans savoir en quoi il consiste. C'est un exemple, hein, c'est pas... Oui, alors justement, puisque tu parles d'exemple, peut-être pour que ce soit concret, comment se passe une séance de constellation? Est-ce qu'on pourrait se concentrer sur une constellation qui serait réalisée en présentiel avec plusieurs participants autres que la personne qui constelle, c'est-à-dire par exemple toi, le thérapeute? Comment est-ce que ça se déroule? Qui sont ces gens? Quel est leur rôle? Qu'est-ce qui se met en place, tiens? Voilà. Alors, il y a plusieurs étapes. Donc, la première étape, la personne, donc il y a une personne à la fois qui constelle, hein, peut-être qu'il faut que je le précise pour les personnes qui n'en ont jamais fait, et cette personne, je vais prendre un temps pour clarifier sa demande. Je vais lui demander, mais qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à vouloir faire votre constellation? Et je vais poser des questions pour que On peut prendre un cas concret comme ça, un cas, tu vois, au hasard? Oui, je vais donner un contre-exemple et un exemple. Peut-être ça aidera. Il y a des gens qui me disent:
Ah ouais, mais il y a des trucs dans ma lignée familiale qui sont pas très clairs, j'aimerais explorer ça. Pour moi, ça, c'est pas une demande claire, c'est pas une demande précise. Je vais poser des questions en disant, mais en quoi ça t'impacte maintenant? On travaille avec le présent. Qu'est-ce qui se passe dans le présent maintenant qui fait que il y a un mal-être, il y a de l'inconfort que tu aimerais libérer? Alors les exemples, ça peut être euh, alors il y a toutes les relations interpersonnelles, hein, tous les problématiques qu'il peut y avoir entre frères et sœurs, entre enfants et parents. Un autre exemple, ça peut être, je sais pas, mais tous mes projets tombent à l'eau. J'arrive pas. J'ai eu un exemple il y a pas longtemps d'une personne qui est artiste et chaque fois qu'elle trouve un producteur pour pouvoir développer son activité, eh bien, il y a un événement qui arrive, faillite, démission, conflit, qui fait que ça ne perdure jamais, par exemple. Donc, elle venait voir pour clarifier qu'est-ce qui fait que euh, je n'arrive pas qui m'empêche à avoir une personne qui m'aide à développer mon activité et en faire une source rémunératrice. Qu'est-ce qu'il peut y avoir Si on part par exemple de cet exemple, Oui, est-ce qu'on peut définir justement, donc c'est le constellé, c'est ça? oui, la personne qui constelle, ouais, le constellé. Voilà. Alors, et quel va être le rôle des personnes autour? Alors, Si on prend cet exemple-là, elle dit, bah, tous mes projets, voilà, j'arrive pas à aller au bout des choses. Qu'est-ce qui va se passer concrètement en présentiel? alors, en présentiel, une fois qu'on a clarifié la demande, en lien avec la demande, moi, je vais dire, je vais choisir les représentants qu'on va poser dans l'espace. En l'occurrence, là, j'ai fait poser la maman, le papa et ce qui m'empêche de trouver un producteur. C'était pas tout à fait formulé comme ça, mais voilà, c'est un exemple. Et la personne, elle va choisir parmi les personnes qui sont assises en cercle, euh, ces trois représentants, et elle va aller les poser dans l'espace. Et une fois que les personnes sont posées dans l'espace, elle va s'asseoir, elle, à sa place. Donc, il y a quelqu'un qui la représente, elle aussi. Ça, c'est très important. Donc, la personne, elle voit la constellation depuis l'extérieur. Elle n'est pas prise dans l'énergie de ce qui se passe. Enfin, elle n'est pas prise, elle peut quand même vivre des émotions, mais je veux dire, il y a quelqu'un qui va la représenter. Donc, Elle est observatrice, quoi. voilà, Spectatrice, ouais. elle est observatrice, en tout cas pour un temps. Parfois, à la fin, je fais rentrer la personne pour qu'elle puisse vivre un des processus qu'on a fait à la fin et vraiment le ressentir. Parfois pas. Il y a des gens qui, en tant qu'observateurs, vivent plein de choses. Et il y a beaucoup moins l'utilité de les faire rentrer dans la constellation. Il y a des gens qui restent très éloignés comme ça. Euh, donc là, il y a plus de sens à les faire rentrer pour qu'ils aillent ressentir ce qui se passe. Et puis après, moi, je vais travailler avec ce que les personnes me disent en termes de ressenti, de perception. Donc, le ressenti, ça peut être émotionnel, mais ça peut être des douleurs, ça peut être l'envie de bouger, ça peut être impossibilité de regarder l'un des autres représentants, ça peut être j'ai juste envie de me coucher par terre. Enfin voilà, il se manifeste énormément de choses. Et c'est ça qui va me permettre de guider, d'initier des mouvements et de faire dire des phrases de libération qui vont donner une nouvelle dynamique au système. Et la constellation se termine quand c'est comme si on sentait qu'il y a quelque chose qui se pose, comme une certaine paix qui arrive dans ce système. Et là, c'est que la constellation est terminée. Tu évoques aussi des cas particuliers qui peuvent arriver, comme la question du jumeau perdu, puisque tu en fais une petite partie à part entière. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui se joue peut-être lorsque cette personne est retrouvée? Parce que évidemment, on n'a pas de preuves souvent biologiques de l'existence d'un jumeau perdu. Or, on entend souvent dire que c'est plus fréquent que ce qu'on pense.
Oui, alors je sais que dans le livre, je donne différents chiffres parce que les statistiques sont très différentes d'une personne à l'autre. Moi, je dirais que ça représente peut-être un tiers des constellations que je fais, la Ouais, moitié, un c'est tiers. beaucoup, hein. Ça, c'est quand même déjà beaucoup. Donc, en fait, le jumeau perdu, c'est que une grossesse commencerait gémellaire et très vite, un des embryons part. Et parfois, c'est tellement vite que la maman n'aura même pas de saignement, ou ça peut être un embryon qui sèche, hein. Donc, il n'y a pas forcément de manifestation que cette grossesse, elle a été gémellaire au départ. Donc, c'est pas connu. Je dirais que maintenant, c'est un peu plus conscient, puisque il y a quand même des gynécologues qui font des... J'ai un mot qui m'échappe, comment là, quand on va regarder Des échographies? les échographies, voilà, qui font des échographies très tôt. Et je sais par exemple que moi, j'ai une de mes cousines euh, qui a, qui a su qu'elle avait des jumeaux au départ et que au bout de un mois et demi, ben, il n'y en avait plus qu'un. Mais elle n'a pas eu de signaux physiques qu'elle perdait un des bébés. Mhm. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que au moment où c'est une relation, le fait d'être jumeau dans le ventre d'une maman, c'est une relation qui est tellement forte, qui est tellement puissante, que au moment où un des jumeaux part, celui qui reste a la mémoire de cette relation. Et ce qui peut se passer, c'est différentes choses, mais souvent, c'est celui qui arrive à terme va rechercher cette relation et il va toujours être insatisfait parce que ça sera jamais aussi proche, ça sera jamais aussi symbiotique, c'est vraiment le cas de le dire, que cette relation qu'il a eue dans le ventre de la maman. Et ça a des conséquences sur prendre sa place, sur est-ce que je m'autorise à vivre, parce qu'il y a des personnes qui ont un genou perdu, qui s'autorisent pas à vivre, qui s'autorisent pas à réussir leur projet parce que ils se sentent coupables de ce départ, parce qu'on se raconte l'embryon inconsciemment, bien sûr, mais se raconte plein d'histoires. C'est moi qui l'ai fait partir, ou donc je me sens coupable, ou il y avait pas assez de place pour deux, ou enfin voilà, on peut se raconter plein d'histoires par rapport à ça. Et cette histoire qu'on se raconte va un peu nous poursuivre toute notre vie jusqu'à ce qu'on en prenne conscience. Et les constellations, c'est un moyen vraiment, je trouve, puissant de guérir ce premier traumatisme et de faire la paix avec ce jumeau et avec le fait que moi, je suis en vie et que l'autre est mort. Qu'est-ce que tu vois justement comme, retour et comme ressenti quand les personnes, se disent: «Ah bah oui, ça doit être ça, ça résonne pour moi, je ressens, voilà cette fusion que je recherche dans le lien», comme tu l'as dit, avec l'autre, cette symbiose, cette alchimie. Quelle transformation, tu vois? En fait, quand tu fais la constellation et que j'émets l'hypothèse, parce que je travaille avec des hypothèses, et que je mets un jumeau perdu, en face de la représentante de la personne qui fait sa constellation, la réaction est très claire. Soit il y a des émotions, souvent c'est des sanglots, des pleurs, soit il y a rien qui se passe. S'il y a rien qui se passe, mon hypothèse, eh ben, elle est fausse. S'il y a une émotion qui se passe, c'est que ça correspond à quelque chose qui est vivant. Donc, on va pouvoir travailler cette problématique. Ça veut dire euh, échanger avec ce jumeau pour faire la paix avec cet événement. Alors, il y a la personne qui est restée vivante, mais parfois, c'est très, très rare, mais il y a des jumeaux qui, qui quelque part ne repartent pas complètement, qui sont toujours là énergétiquement et qui ont de la difficulté à se séparer. Cette séparation de ces deux jumeaux, elle peut être difficile et pour celui qui est vivant et pour celui qui est décédé. Donc, il y a vraiment une reconnexion, se dire ce qui a été vécu à ce moment-là et après la séparation est possible. Mmh.
Alors, il y a une autre notion qui est très importante dont tu parles, dont parlait aussi beaucoup évidemment Bert Hellinger, qui est la blessure qui est due à l'élan interrompu de l'enfant envers sa mère, qui est souvent à l'origine, il le disait, hein, de beaucoup de névroses. Alors qu'est-ce que c'est l'élan interrompu et en quoi effectivement est-ce qu'il peut être confondu avec ce syndrome du jumeau perdu ou à d'autres situations? Comment le thérapeute, en fait, y voit clair? Est-ce que c'est que avec ses intuitions ou les ressentis de la personne? Peut-être avant de répondre à la deuxième partie de la question, nous parler de cet élan interrompu. Qu'est-ce que c'est? Alors peut-être juste pour te donner un exemple par rapport aux jumeaux perdus, je pense que c'est un exemple qui est très fort. À un moment donné, dans un atelier qui était pas de constellation, heu, parce que dans les spécialistes de la relation à l'argent qu'on forme, il y avait une femme, ingénieure, très cartésienne et qui avait fait très peu de travail, de développement personnel, de connaissance de soi. Et j'ai eu cette intuition du jumeau perdu et je l'ai mise face au jumeau perdu et je lui dis: «Je te présente ton jumeau perdu» et ça a été, pour elle, elle a éclaté en sanglots et vraiment, c'est on était au bon endroit, tu vois? Si elle avait eu aucune réaction, ben, c'est que mon intuition, elle était fausse. Maintenant, si je viens avec ta question sur l'élan interrompu. Alors Alors l'élan d'ailleurs, juste pour finir là-dessus, parce que c'est intéressant, tu parles de le chant qui sait. Chant, CHAMP, hein, pas le chant, de chanter. Il y a comme un espace, un champ, d'information qui sait. Il y a quelque chose de cet ordre-là? Oui, c'est comme si, et ça, c'est très difficile de l'expliquer, ça se ressent. C'est aussi comment, si je représente la mère de, j'en sais rien, de Jacques, comment je peux ressentir ce que cette maman a ressenti? C'est quelque chose qui est difficile d'expliquer et en même temps, c'est comme si les informations étaient quelque part dans l'espace et que quand on fait une constellation, ben, ces informations, elles arrivent là où elles doivent arriver. Mmh. Bah, celui qui a le mieux parlé de ça, c'est Rupert Sheldrake avec, ses champs morphogéniques ou morphogénétiques, qui dit que on n'a pas besoin d'être en contact, qu'on n'a pas besoin de voir, de toucher ou d'avoir parlé pour être influencé au niveau de l'organisation, de la structure, de la forme. Il y a les mémoires qui sont là et que ça, on peut le capter, que et lui, il parle de la biologie, de la chimie ou de la physique, hein. Il parle pas du tout, des systèmes familiaux, mais c'est exactement la même chose qui se passe au niveau d'un système familial. C'est la même chose qu'une Mmh. structure chimique ou biologique, en fait, hein. On retrouve le phénomène de l'intrication quantique, dans l'intrication systémique, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça, ouais. C'est compliqué à expliquer que c'est quelque chose qu'on ressent et c'est souvent la première fois qu'on fait une constellation, c'est ça qui est le plus, étonnant, je vais le dire comme ça, parce que, je me rappelle d'une des toutes premières constellations que j'ai faites et la personne qui représentait mon papa, qui lui ressemblait pas physiquement du tout, hein, mais dans sa manière de parler, dans sa gestuelle, j'avais l'impression de voir mon papa en face de moi, quoi. C'était impressionnant et ça, je Mmh. l'entends très, très, très régulièrement, dans les ateliers de constellation que j'anime. Mais c'est incroyable, c'est exactement les mots que ma maman utilise, mais la personne, elle connaît pas la maman. Donc, c'est ça, ouais, c'est ce champ d'information qui est là et qu'on utilise pour animer les constellations. Alors c'est vrai que ça peut paraître, un petit peu perché comme ça pour des personnes qui l'ont pas vécu. Ce serait intéressant d'ailleurs que vous qui nous écoutez, si vous avez déjà vécu, un atelier de constellation familiale, si vous l'avez déjà expérimenté, peut-être de nous partager en fait vos retours, sur, soit dans les commentaires de la chaîne YouTube de Métamorphose, soit sur, Instagram. De nous dire, voilà, ce que ça a changé dans votre vie. Peut-être si vous avez eu des prises de conscience, sans nous raconter forcément tous les détails de l'intimité si vous ne le souhaitez pas, mais au moins de voir si pour vous il y a eu un avant et un après. C'est vraiment intéressant d'avoir vos témoignages également. Alors sur l'élan interrompu, puisque Oui, je t'ai interrompu dessus, on est revenu sur le jumeau. c'est moi. Euh, qu'est-ce que c'est, voilà, qu'est-ce que c'est et pourquoi serait-il une des sources de toutes nos névroses, selon Bert Hellinger? Alors, l'élan interrompu, en fait, quand, un enfant vient au monde, son premier élan, c'est
de se rapprocher de sa mère. Moi, je me rappelle de mon 3e accouchement où on m'a vraiment laissé le bébé, qui était plus doux, je dirais, que les 2 autres. Et vraiment, mon fils, je sais pas comment dire ça, rampait pour grimper vers mon sein, pour venir contre moi, en fait. Et cet élan, ce premier élan, s'il est interrompu, alors, il peut être interrompu dans les premiers mois de vie, voilà, quand on est très, très jeune, ce lien à la mère ou à une personne de référence, hein, ça peut être le papa, ça peut être la personne qui s'occupe de l'enfant, eh bien, c'est traumatisant, c'est très souffrant et ça va générer dans nos relations, je dirais, des réactions, un espèce de mécanisme de défense qui peut être de 2 ordres. Soit c'est plus jamais je vais faire confiance complètement à quelqu'un et m'attacher parce que ça va casser puis c'est trop souffrant. Ou alors à l'inverse, je vais essayer de construire cette intimité, ce lien de dépendance quelque part que je n'ai pas eu et je vais devenir dépendant affectivement de quelqu'un. Ouais, c'est en ça que après, ça veut dire que quelque part, on est des êtres de relation, on se construit avec nos relations et comme cette relation dès le départ, elle est un peu parasité, je vais dire, eh bien, ça va déboucher sur des névroses. Hein. C'est pas des maladies psychiques, mais certains comportements qui sont pas forcément propices à notre épanouissement et puis à notre réalisation. Cette insécurité liée à cet élan interrompu, comment est-ce qu'on peut la réparer justement en constellation familiale? Comment est-ce qu'elle se travaille? Parce que comme tu l'expliquais très bien dans ton propre exemple, avec ton fils, ce nourrisson qui vient tout juste de sortir du ventre, qui rampe en fait vers le sein de sa mère, bien souvent, on n'a pas du tout de mémoire. On est vraiment là dans l'inconscient. Alors comment est-ce qu'en constellation, on va déjà le conscientiser qu'il y a cette insécurité qui est liée peut-être à un élan interrompu, et puis ensuite le réparer? Alors, je te dirais qu'il n'est pas conscient, mais par contre, souvent, les personnes, elles ont l'information des événements. Parce que la maman était malade, ou bien parce que c'est une naissance prématurée puis qu'il y a eu de la couveuse, une maman malade puis l'enfant a été séparé pendant quelques jours, ou alors abandonné et élevé par des grands-parents. Donc souvent il y a l'information, mais ce que ça génère quand même une relation à cette personne de référence où il y a eu cette interruption, une relation qui est compliquée. Une relation qui est pas fluide, qui est difficile, qui est compliquée parce que l'enfant va plus faire confiance et ça fait que la relation n'évolue pas telle qu'elle devrait évoluer. Et ça, c'est vraiment une des caractéristiques qui peut amener et ça se voit en constellation quand on met une personne face à ça peut être sa mère, son père ou un grand-parent parfois il y a des grands-parents qui sont très présents quand il y a une naissance, hein, très présents, je dirais, dans le sens ils prennent quasi le rôle des parents et les parents restent les enfants. Ça peut être avec un des grands-parents. Ça, c'est un des premiers symptômes. Comment ça... Alors, en constellation, ça se voit parce que on n'a pas envie. Moi, je me rappelle d'un exercice qu'on a dû faire, ça va clarifier ce que je dis, qu'on a dû faire quand je faisais ma formation en constellation. C'était juste se mettre en face de notre maman et d'avancer gentiment jusqu'où on avait envie d'aller se rapprocher de la personne qui représentait notre maman. Et on faisait la même chose avec notre papa. C'était juste explorer au niveau ressenti ce qu'il en était. Et chez moi, c'était très clair. Avec mon papa, je suis allée jusqu'au bout. Je l'ai pris dans les bras. Enfin, il y avait vraiment une relation, une bonne relation, quelque chose de fluide, l'envie d'être avec lui. Avec ma maman, je me suis arrêtée, je sais plus, à 2-3 mètres. Et je pouvais pas aller plus loin.
J'avais l'impression que si j'allais plus loin, j'avais laissé ma vie, quoi. Et il y a eu, pour X raisons, un élan interrompu. J'ai vécu un élan interrompu quand je suis née. Et tu le ressens, t'as pas envie, t'as vraiment pas envie. Et je crois que j'ai écrit dans le livre, ma maman me disait toujours, il y a que ton papa qui compte. Donc après, ça fait que renforcer en plus, mais il y a que ton papa qui compte. Donc en constellation, c'est que au moment où on a été à ce point en souffrance par rapport à ça, on va difficilement refaire confiance à cette personne. Donc ma maman, elle a plein d'amour pour moi et je pense qu'elle l'a eu très vite. Mais c'est comme si l'enfant qui a souffert ne peut plus faire confiance et va garder ses distances. Et en constellation, eh bien, on va mobiliser la part adulte qui est en nous plutôt que de rester coincé dans l'enfant qui a souffert pour que ça soit l'enfant devenu adulte maintenant qui va gentiment s'approcher de cette personne où il y a eu l'interruption jusqu'à le plus proche possible, voir jusqu'où on peut aller pour reconstruire ce lien, pour remettre, je dirais, de l'huile dans la relation quelque part. Mais c'est avec notre conscience adulte et plus celle du petit enfant blessé dans laquelle on reste coincé. Est-ce qu'il y a des rituels ou des pratiques, en fait, pour rendre à l'autre ce qui nous appartient pas, ou par exemple renouer avec ses parents, faire la paix avec le fameux jumeau perdu, honorer le destin, etc., qui peuvent permettre de guérir d'une certaine manière, ou en tout cas d'avancer sur ce chemin de réparation, ou c'est simplement dans le jeu de rôle que c'est suffisant? Alors, il y a des rituels qui peuvent aider, en tout cas avec le jumeau. On peut, souvent avec la constellation, il n'y a pas forcément d'ajouter un rituel, je dirais ça. Mais par contre, si vous avez connaissance d'un jumeau perdu et que la personne elle a pas envie d'aller faire une constellation, et puis que on peut écrire à son jumeau, par exemple. On peut aussi le laisser partir. Moi, j'avais une amie, ce qu'elle avait fait comme rituel avec son jumeau, c'est que elle avait construit un petit bateau, mais pliage, hein, et elle avait elle avait une petite figurine qui symbolisait son jumeau et elle l'avait mis au lac en le laissant partir avec les vagues dans l'idée, je te laisse partir, tu vas toi vivre ta vie, mais moi je reste sur le bord et je vais vivre ma vie ici. Donc oui, on peut faire des rituels, bien sûr, hein, c'est clair. Par rapport à ce qui nous appartient pas, je le décris dans le livre d'ailleurs, c'est vraiment de rendre à la personne ce qui nous appartient pas, parce que en tant qu'enfant, Bert Hellinger, il dit que les enfants ont un amour fou pour leurs parents et qu'ils feraient n'importe quoi. Parce que notre survie d'enfant, elle dépend de parents qui vont s'occuper de nous ou pas. Après, maintenant, il y a des relais, je sais, mais on est quand même toujours là-dedans. Et l'enfant va facilement prendre en charge la tristesse d'un des parents, une croyance, le poids, peut-être le poids de la joie, ou j'en sais rien. Enfin, il y a vraiment des choses comme ça. Et du coup, on peut vraiment symboliser ce qu'on porte par quelque chose de lourd qu'on prend dans les mains et le rendre à la personne à qui ça appartient, avec, par contre, ce qui est vraiment essentiel là-dedans, c'est avec respect, avec bienveillance, et en tout cas, ces deux choses, l'amour, ça peut être là, parce que si c'est pour le lancer à la tête, ça fonctionne pas, hein. Dans les constellations, il y a Oui. quand même une dimension qui est très très forte, c'est de se connecter à cet amour universel. Et l'amour ne veut pas dire être d'accord avec ce qui s'est passé. C'est vraiment très différent. Et pour se reconnecter à cet amour, pour moi, il y a se connecter aussi à l'humilité. L'humilité de se dire, peut-être que si j'avais vécu à la même époque, que j'avais eu exactement les mêmes expériences de vie, qui me dit que j'aurais été meilleure et que j'aurais fait mieux? Et c'est juste de s'incliner
c'est aussi un processus que j'explique dans le livre, de s'incliner face au destin de ces personnes. Et ça permet je trouve, de se connecter à un espace qui est au-delà des actions, de la forme, en fait, de ce qui se passe. C'est d'aller se connecter à la part divine qu'on a tous en nous, quelque part, et à ce qu'il y a derrière les masques et la personnalité qui peut être tout sauf joyeuse et lumineuse. Mmh. Anne-Chantal Junod, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. Peut-être préciser qu'on peut ouvrir évidemment le champ des constellations au-delà de la famille, tu l'as dit. La méthode des constellations peut être très intéressante à appliquer aussi pour ceux qui souhaitent dans un cadre professionnel. Ça peut être pour résoudre des conflits entre les salariés, comprendre aussi ce qui bloque dans la gestion générale de l'entreprise, quand on est entrepreneur, etc. On peut également faire des constellations familiales lors de séances soit individuelles, et même lors d'une séance en visio. Alors ça, c'est possible aujourd'hui. Oui, moi je fais des séances en visio avec 2 caméras, une caméra qui donne sur un plateau et le positionnement va se faire, je travaille avec des Playmobil, des cailloux, des coquillages, différents éléments comme ça. Et puis, alors comme il n'y a que moi qui suis, moi je vais me mettre dans le ressenti des différents représentants et en fonction de ce que je dis, initier des déplacements, et quand il y a un travail à faire, ce qu'on a pu décrire, honorer, rendre, ou des phrases à dire, ou parce qu'on n'a pas parlé aussi de notre place, de l'ordre. Il y a un ordre dans les systèmes, et si l'ordre est perturbé, ça amène du désagrément. Il y a aussi l'appartenance. Alors, on avait commencé à parler de l'ordre dans les 3 grands principes qui gouvernent les systèmes familiaux. Effectivement, il y avait l'équilibre, l'appartenance et l'ordre, et puis on est passé un peu vite sur l'ordre, oui. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Donc, voilà, on va travailler avec la caméra de l'ordinateur, on fait les processus qu'il y a à faire, les phrases de libération qu'il y a à faire, et chaque fois, je vais revenir avec qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu dis ça, qu'est-ce qui se passe dans ton corps une fois qu'on a fait un processus, par exemple honorer ou rendre à, parce que c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui se passe dans notre mental, les histoires qu'on se raconte, dans une constellation, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui a l'intérêt, c'est vraiment ce qu'on ressent, ce sont les perceptions. Donc moi, je vais tout le temps revenir à la personne en disant qu'est-ce que tu ressens? Dans les phrases que je propose aussi, c'est chaque fois en disant est-ce que c'est OK pour toi de le dire ou pas? Parce que si la personne, je lui fais dire, je sais pas, quelque chose à sa maman et que c'est juste pas possible de le dire, ça sert à rien qu'elle se force de le dire. Donc il y a d'autres chemins, on peut découvrir d'autres chemins. Et après, une fois qu'on a fait un travail, on retourne sur le plateau, puis on va voir au niveau des différents représentants où c'en est, et on peut faire 2-3 allers-retours comme ça. Une autre manière de travailler, mais que moi je n'explore pas, que j'ai exploré qu'une seule fois dans un contexte très particulier, ce sont des personnes qui font des constellations en ligne, et vous avez un Zoom, il y a plusieurs personnes, et il y a une personne qui va représenter la maman, une personne qui va représenter ce qui bloque, une personne, et puis c'est ces personnes qui vont donner les informations. C'est aussi possible de travailler de cette manière-là. Je dirais que par contre, l'expérience que j'ai faite, mais en tant que juste participante à une constellation comme ça, c'est que on ne voit pas la représentation dans l'espace. Et ça peut manquer, parce que parfois, de voir la représentation, quand on voit que tous les représentants regardent au même endroit, ou qu'il n'y a personne qui se regarde dans une famille, ça donne vraiment des informations intéressantes. Très bien. En tout cas, on ne le rappellera jamais assez. Choisissez un thérapeute ou une thérapeute en constellation systémique et familiale qui est connu, qui a pignon sur rue, qui en fait depuis longtemps, qui vous a été recommandé par des proches. On le dit toujours que dans différentes méthodes, il peut y avoir des gens extrêmement bien formés et puis des gens qui le sont mal ou qui le pratiquent parfois pas toujours avec la plus grande bienveillance du monde. Donc ça c'est vraiment, j'appelle toujours au discernement de chacun pour trouver une
une bonne praticienne. En tout cas, merci infiniment Anne-Chantal Junot pour cet échange qui nous a permis vraiment d'explorer les constellations familiales et toute leur dynamique. On voit combien, c'est vrai, tu l'as redit, il s'agit d'une méthode qui mêle à la fois le visuel, le ressenti, la 3D, tu le disais à l'instant, pour dénouer tous ces blocages personnels. Alors vous qui nous écoutez, je vous invite pour aller plus loin à lire le livre de mon invité, Les constellations systémiques et familiales, qui vient tout juste de paraître aux éditions Erol. Merci beaucoup Anne-Chantal. Merci beaucoup Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Connaissez-vous Objectif Métamorphose ? Il s'agit de notre nouveau programme de coaching qui éveille la conscience et qui vous aide à transformer votre vie grâce aux conseils d'experts reconnus. Retrouvez toutes les informations sur notre site métamorphospodcast.com. Suivez-nous aussi sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos dernières actualités. À bientôt. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.